Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Angéline. Olivia. Merci. Merci d'abord pour tout le temps que vous allez nous accorder pour cette interview. Je commence tout de suite. Est-ce que vous pourriez vous présenter déjà? Oui, donc je suis Angéline Lefort, je suis actuellement auditrice de justice. Avant ça, j'ai été greffière et directrice des services de greffe judiciaire. D'accord, donc là, c'est un sacré parcours. Donc c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est qu'on va essayer de décortiquer un petit peu, tout ce parcours. Vous avez dit d'abord que vous avez été, greffière. Est-ce que je pourrais vous poser la question, comment vous avez connu les fonctions de greffier? Parce que quand on est étudiant en droit, on connaît peu, ce que fait un greffier. Alors oui, effectivement, moi, j'en ai pas du tout entendu parler quand j'étais à la fac. C'est vraiment en préparant les concours à la fin de mon M2 que j'ai préparé ce concours, la deuxième année où je préparais à l'époque l'école de la magistrature en externe. Et en fait, je passais un peu le concours pour m'entraîner aux écrits et parce que j'avais commencé à avoir quelques échos un peu de ce métier. Et puis, finalement, ça a été une porte d'entrée pour moi pour rentrer au ministère de la Justice et ça m'a vraiment plu. D'accord, donc en fait, finalement, ce qui fait que vous aviez quand même un objectif ou quand vous êtes rentré dans ce ministère de la Justice, mais que vous avez apprécié quand même ce poste de greffier? Oui, tout à fait. En fait, déjà, il y a l'aspect financier. Au bout d'un moment, à bac+5 et avec quelques années de prépa derrière, il faut réfléchir à quand même à un moment gagner de l'argent. Oui. Du coup, on multiplie un peu les chances de passer différents concours en espérant qu'il y en a un qui va fonctionner, avec quand même l'esprit derrière de se plaire dans un métier et puis éventuellement de repasser d'autres concours en interne plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. En tant que greffière, vous avez occupé quel type de poste? Moi, j'ai été greffière correctionnelle au tribunal judiciaire de Paris pendant 2 ans. Et c'est très riche parce qu'à Paris, ce qui est super, c'est qu'il y a enfin, on peut changer très facilement de chambre correctionnelle. Et donc, j'ai été aussi bien de la juge unique que de la collégiale. Et j'ai été aussi pas mal aux comparutions immédiates à Paris, où c'est une grosse machine, mais on apprend énormément. Très bien. OK, à la suite de ça, vous avez, passé un concours interne, un concours externe. Qu'est-ce que vous avez fait à la suite de ça? Alors, j'ai passé le concours directeur des services judiciaires et à l'époque, j'avais pas les 4 ans requis, donc je l'ai passé en externe, mais on appelle les faux externes, quoi, parce qu'il y a quand même déjà une expérience professionnelle. Les épreuves étaient les mêmes que les externes. Et en fait, j'ai passé ce concours un peu pour continuer à quand même, enfin, garder la méthodologie, continuer à rédiger des notes de synthèse, ce qui est un exercice qu'on oublie quand même assez vite. Et en devenant directrice des services de greffe, j'allais devenir catégorie A, parce que j'ai toujours eu en ligne de mire quand même la magistrature derrière. Et puis, une nouvelle expérience, en étant catégorie A, ça ouvre aussi à plus de postes, éventuellement détachement, si jamais je voulais changer de ministère. Donc, c'était une manière d'avoir plus de flèches à mon arc si jamais je voulais changer. Mais le métier de greffier m'a vraiment plu. Et il y avait encore plein de postes que j'aurais aimé faire. Voilà. Quand le concours de directeur a marché, je ne m'attendais pas forcément à ce que ça marche aussi rapidement. OK, et en tant que directeur de service des greffes, vous avez, fait quel type de fonction? Quels étaient, vos postes, très précisément? Alors, j'ai pas été en juridiction, j'ai été uniquement en administration centrale. J'ai fait 3 ans à la DSJ, la direction des services judiciaires, dans un bureau qui s'appelait Accorgis, c'est l'accompagnement de l'organisation des juridictions, qui était très intéressant. Après, c'était une période particulière parce que j'ai pris mon poste 2 mois avant le Covid. Mmh. Donc ça a un peu modifié quand même ce à quoi je m'attendais. Et à la toute fin, au moment où je passais le NM en interne, j'ai intégré la direction des affaires criminelles et des grâces, où là, j'étais rédactrice avec des missions un peu plus proches du métier de magistrat que du métier de directeur. OK, donc à ce dans ces métiers-là, en fait, vous écriviez carrément des notes? Enfin, ça consistait concrètement à quoi? En quoi?
Alors, à la L'attention de qui aussi, ces notes que vous écriviez? Alors à la DSJ, au bureau à Corgy, on avait 2 types de missions. On pouvait être aussi bien, lorsque les juridictions ont un problème d'organisation, elles peuvent saisir le bureau, donc c'est toujours à la demande des juridictions et derrière mon bureau, on va intervenir, on déroule toute une méthodologie pour, faire une photographie à un instant T, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Derrière, on va s'imprégner dans d'autres juridictions pour éventuellement trouver des bonnes pratiques et des bonnes idées, alors eux leur soumettre. À la toute fin du processus, il y a beaucoup de rendez-vous, d'entretiens à petite échelle, à grande échelle. On organise des ateliers participatifs. Enfin, c'est très, on essaye d'être dans la communication. Et quand vous êtes saisis comme ça, par ces juridictions, en fait, c'est quel est le type de problème? En fait, c'est un problème, d'ordre, de ressources humaines, de matériel, d'intégration d'une nouvelle procédure? C'est quel type de souci, en fait, qui va être soulevé? Alors, quand c'est des nouvelles procédures, c'est d'autres bureaux bien spécifiques en général où c'est de l'accompagnement à la nouvelle réforme. Là, normalement, il y a des bureaux qui sont déployés, donc ça, c'est propre. Nous, c'est plutôt, par exemple, la dernière mission que j'ai eue, pour être très concrète, c'était un pôle social Mmh, qui avait des problèmes dans les délais pour rendre les arrêts. d'accord. Et du coup, c'était un peu analyser la chaîne et voir comment essayer d'améliorer, sachant qu'en général, le cœur du problème, c'est effectivement des problèmes soit RH, soit un peu un tutu personae lié à des personnalités, etc. Du coup, il faut essayer quand même de dégager des organisations pour fluidifier la chaîne, quoi. D'accord et donc vous allez essayer de trouver des solutions pour, à mettre en place, ce problème-là, cette juridiction-là spécifiquement? Ouais, tout à fait. C'est super intéressant, sachant qu'on connaît déjà encore moins le métier de directeur de service de greffe, mais on sait encore moins, quand on le connaît, qu'il peut être dans différents postes, c'est-à-dire dans les juridictions. Mais là, vous dites, vous n'êtes pas dans les juridictions, vous êtes, au niveau de l'administration centrale et ça, on le sait peu, en fait, qu'on peut être au niveau de l'administration centrale. On le sait peu aussi, par exemple, qu'on peut être aussi à l'école, nationale des greffes, enfin et qu'on peut avoir des fonctions qui sont, vraiment, élargies, différentes, Tout autre. Mmh. et ouais et très riches en fait, hein, donc avec des missions très spécifiques parfois. Oui, et puis nous, enfin, ce qui était assez riche dans cette équipe, c'est que vraiment il y avait des directeurs, mais il y avait aussi plein de greffiers dans mon équipe et des magistrats. Et du coup, c'était très interprofessionnel pour que chacun apporte ses idées, ce qu'il a pu vivre un peu en tant qu'expérience dans ses anciens postes, parce que évidemment, plus on a été dans des juridictions avant, plus on a quand même un peu des idées de l'organisation et ce qui peut pêcher ou pas dans certains endroits. Mais oui, oui, c'était très intéressant. Et à côté de ces missions un peu donc, à la demande des juridictions, on avait aussi tout ce qu'on appelait des dossiers centraux qui étaient, des commandes, alors là, beaucoup plus hiérarchiques, du directeur ou même du garde des sceaux sur des réformes à venir. Et ce que nous, on avait un rôle un peu de préalerte sur justement, les organisations des juridictions et ce qu'il fallait essayer un peu d'anticiper pour faciliter les métiers du greffe. Donc, D'accord. par exemple, moi, j'ai pas énormément bossé dessus, mais je sais que mon bureau a pas mal, pour avoir un exemple concret sur l'IFPA, l'intermédiation des pensions alimentaires. Mmh. Il y a eu des liens avec les CAF qui se sont faits et c'était un peu réfléchir à que ministère de la Santé et ministère de la Justice, tout le monde soit content, sans trop alourdir la tâche du greffe. Et voilà, enfin, essayer d'accompagner au mieux en fait les nouvelles réformes, bon, ce qui n'est pas toujours très satisfaisant parce que chacun tire un peu de son côté au niveau des ministères et que derrière, il y a encore plein de choses qu'on pourrait faire pour améliorer, typiquement pour l'IFPA au niveau du métier des greffes. Mais Mmh. voilà, c'est de faire des liens et c'est vrai qu'on se rend compte aussi que c'est une énorme machine, l'administration centrale, Oui. et que même si les juridictions, des fois, ont plein d'idées pour faire remonter des solutions, c'est pas du tout aussi facile que ça à faire remonter, à prendre en compte, que ce soit des fois l'informatique qui nous freine, l'aspect sécurité, et puis après tout l'aspect légal sur, je sais pas moi, l'authentification des actes, la signature électronique, enfin des choses où ça dépasse des fois. En juridiction, je sais qu'on peut des fois avoir le sentiment que Et ouais. ceux qui sont au-dessus connaissent pas, et cetera. Et alors bon, des fois, ça peut arriver, mais il y a des fois, il y a des vrais, enfin, les gens au-dessus sont quand même sachants, mais en fait, c'est des problèmes encore plus au-delà.
Mmh. Et puis, bien sûr, il y a des problèmes financiers. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment une grosse machine et il faut pas être trop pressé. Et oui, et oui, et oui, et les questions de budget qui font que ça devient aussi un frein dans tout ce que vous souhaiteriez mettre en place, à C'est chaque fois ça. que ça coûte, OK. Et puis des priorités un peu parce que, voilà, bah, typiquement avec le Covid, on sentait qu'il y avait plein de choses, c'était pas la priorité. Et pourtant, bon, c'était quand même des choses où à la sortie du Covid, il fallait quand même avancer et voilà. On n'est pas toujours entendu au moment où on voudrait. Donc, c'est pas toujours, faut faire. Oui, OK, donc ça, c'était en administration centrale, et à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors déjà, comme je vous ai dit, j'avais toujours eu en tête, hein, de repasser l'ENM en interne. Donc, il fallait que j'ai mes 4 ans. Après, j'ai aussi eu ma vie, personnelle où j'ai eu des enfants, donc c'était pas tout de suite après les 4 ans parce qu'ils étaient quand même encore jeunes pour certains. Et en fait, en 2021, j'ai mobilisé mon CPF, D'accord. que vraiment je conseille, ce sera un de mes principaux conseils Est-ce que c'est parce compliqué que justement de le mobiliser? Comment on fait, Angéline, en fait, concrètement? alors, en fait, il y a sur le site justement de la DSJ, je pense qu'en tapant compte personnel de formation dans les mots-clés, on retrouve le formulaire. Et moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a au moins 2 commissions par an qui se réunissent et qu'en fait, ils ont un budget, à chaque fois, ils ont un budget de toute manière pour donner de l'argent pour les CPF. Et donc, il faut absolument pas se censurer, il faut toujours, faire son dossier, tenter. Et c'est pas très compliqué, en fait, il y a vraiment un formulaire, il faut faire un CV, une lettre de motivation et après il faut présenter au moins 2 devis de la formation, qu'on veut suivre, et en fait, derrière, on passe en commission. Enfin, d'abord, il y a 2 avis hiérarchiques au-dessus de nous. Il me semble qu'il y avait ma chef et ma chef encore au-dessus. Le dossier part et la commission se réunit et derrière, on a une réponse positive ou négative. Et derrière, ce qui permet de débloquer le paiement de la formation. Alors, dans mes souvenirs, il faut que c'est pris en charge maximum 3 000 €. Mmh. Et en plus de ça, en fait, chaque année, on cumule, il me semble 27 heures ou 24 heures, je sais plus, sur son CPF. Et de toute manière, c'est plafonné, il me semble, à 150 heures. Donc, ça sert à rien d'attendre 20 ans parce qu'au bout d'un moment, on peut plus avoir plus. Et du coup, on a et l'aspect financier et derrière, en fait, il faut voir avec sa hiérarchie pour organiser sur son temps de travail, le cumul d'heures qu'on a eu. Donc moi, j'avais un tout petit peu moins de 150 heures, je crois que j'avais 140 quelque chose, mais la commission m'a autorisée à anticiper, sur l'année d'après. Donc j'avais mes 150 heures et en fait, j'ai fait un calendrier, avec ma chef de l'époque en disant: «Bah, tous les vendredis de telle période à telle période, je serai en CPF». Donc j'étais à mon domicile, je travaillais, voilà. Alors c'était avant que tout soit pris en charge par Harmonie, donc je crois que maintenant c'est un tout petit peu plus compliqué, l'aspect, Demain. logistique. Mmh. Voilà, l'organisation, pour être bien au niveau des RH, mais bon, ça se fait aussi, enfin voilà, faut se Mmh. renseigner, mais c'est possible. C'est super intéressant parce que non seulement, en fait, on va nous financer la formation, mais en plus, ça va être sur mon temps de travail, en fait, que je Mmh. peux utiliser Ouais. 6 heures, donc c'est quand même précieux, effectivement, de faire cette demande et puis, peu imp enfin, on verra si elle est acceptée, mais en tout cas Mmh. de la faire et c'est vrai qu'il y en a peu qui savent qu'on peut mobiliser son CPF, Mmh. même dans le secteur public. Hem, Alors après, moi, j'ai eu de la chance que ma chef accepte que ce soit sur mon temps de travail, mais je sais que j'ai eu des amis où, voilà, pour nécessité de service, enfin, il a fallu se mettre d'accord, mais alors peut-être qu'elles avaient une partie, mais pas forcément tout. ouais. Et c'est vrai que, bon, après en administration centrale, on n'a quand même pas les mêmes, problématiques par rapport en juridiction. Et du coup, je savais que quand j'ai choisi ce poste en administration centrale, je savais que ce serait aussi peut-être plus facile de demander à mobiliser mon CPF. Donc, voilà. C'est Mmh. pas non plus de droit, parce que si c'est une nécessité de service, Et oui, ça reste enfin, vous restez des fonctionnaires et donc il y ouais. a cette priorité-là Mmh. qui est quand même présente. Ouais. D'accord. Mmh. OK. Mais bon et après, il faut monter son dossier et puis dire à sa hiérarchie, alors peut-être pas tous les mercredis, mais peut-être étaler plus dans le temps, enfin bon, essayer de négocier quelque chose, quoi. C'est vraiment de la négociation, je pense, ce stade-là, parce que c'est vraiment en fait, la commission nous l'accorde et après la mise en place, c'est nous avec notre hiérarchie, ouais. Hiérarchie. Mmh. D'accord.
OK, donc la première chose que vous avez faite, c'est donc, de mobiliser votre CPF, Ouais. de choisir une prépa, donc ça veut dire que vous avez été accompagnés à côté et de vous lancer dans ce concours, enfin dans la magistrature. Alors comment vous avez fait? Parce que s'il y a vous avez utilisé quel type de concours? Parce qu'on en a plusieurs. Il y a le concours, on dit voie royale, étudiant, mais je suis pas sûre que ce soit celui-là que vous ayez mobilisé. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez intégré l'ENM? Alors moi, j'ai passé le deuxième concours, donc c'est quand même le format concours avec les 4 ans d'ancienneté. Donc au niveau des épreuves, c'est quasiment les mêmes épreuves que le concours externe, à quelques exceptions près. Je crois, nous, on a 2 cas pratiques et eux, en civil ou pénal, ils auront une disserte. Et ils ont du droit public en plus aux écrits, alors que nous, on l'a aux oraux. Heu et du coup, en fait, ça a été là, ça m'a pris quand même, un certain temps parce que donc quand je l'ai mobilisé la première année, j'ai loupé de très peu, les oraux, ce qui m'a un petit enfin, ça a été un peu dur parce que vraiment j'avais beaucoup travaillé et voilà, j'avais déjà ma première fille et donc c'était du temps, c'était les soirées, c'était les dimanches, Ouais, c'était un c'était certaines investissement. Mmh. voilà, c'était quand même certaines vacances. Bon, ça a pas marché, mais je savais que je voulais quand même, enfin, continuer. La deuxième année, j'ai eu mon 2e, donc les écrits étaient au mois de juin. Et moi, j'ai accouché au mois de mars, donc quand j'ai passé les écrits, il avait 3 mois, mais j'y suis quand même allée en me disant, voilà, c'est un entraînement, je rédige, on s'imprègne quand même des sujets, ça force à garder une gymnastique, à se tenir au courant de l'actualité juridique, les arrêts, voilà. Et la dernière année, donc quand ça a marché, en fait, je me suis mise beaucoup plus tard dans l'année à travailler parce que, bah, j'étais quand même assez fatiguée, je travaillais à 100. Mon fils a mis beaucoup de temps à faire ses nuits, voilà, c'était compliqué. Mais en fait, quand même, au bout d'autant de temps, on acquiert enfin, les connaissances de fond, on les a et en fait, j'ai vraiment fait énormément de cas pratiques. Que ça et j'ai pas repris de prépa cette année-là, mais j'ai des copines qui m'ont filé, leurs cas pratiques, les corrections et j'avais quand même une grosse base, vraiment sur cette méthodo et après sur la culture générale, j'ai jamais trop arrêté de lire Le Monde, les sites vie publique, j'étais abonnée à Le 1 qui est vraiment, je trouve une revue très bien pour, ce type de concours. Les podcasts dès qu'on peut, dès qu'on est dans les transports ou quoi. Donc ça restait toujours un peu en trame de fond et après, voilà, 3 mois avant les écrits, vraiment, j'ai refait que des cas pratiques, que des cas pratiques. De l'entraînement, vous Ouais, entraînez régulièrement? ouais, que de l'entraînement et vraiment essayer d'avoir anticipé toutes les hypothèses, au moins pour le cas pratique parce que c'est ce qu'on maîtrise un peu plus parce que le sujet de culture générale, c'est tellement vague que voilà. Mmh. Et après, bon, la note de synthèse, c'est aussi, comme j'avais déjà fait des prépas, c'est toujours un peu la même méthode, et donc l'année dernière, j'ai eu les écrits au mois de juillet et en fait, j'avais été enfin, j'avais un sentiment d'être plutôt satisfaite de mes écrits, donc j'avais un peu anticipé en prenant la prépa pour les oraux Mmh. et parce qu'avec les enfants, il fallait que j'anticipe et que je pou enfin, voilà, il y a le temps est très court entre les Et écrits et oui. les oraux. Et ça, souvent, c'est vraiment une question qu'on se pose. C'est, «J'ai pas encore mes résultats d'écrit. Est-ce que pour autant je me prépare aux oraux?» Et moi, j'ai eu plein de situations complètement différentes où il y a des gens, en fait, qui se disent: «Bah non, je les ai ratés». Bah, finalement, ils ont et en fait, ils sont, bah, très serrés pour préparer cet oral, voire même, bah, ils peuvent pas le préparer, c'est vraiment trop, trop court. Et d'autres, en fait, qui, bah, s'y mettent longtemps à l'avance et malheureusement n'ont pas les écrits. Mmh. Est-ce que vous avez des conseils par rapport à ça? Alors, je sais qu'en tant qu'externe, j'avais jamais réussi à me remettre dans une préparation pour les oraux. Quand je l'ai passé, il y a 10 ans, en sortie de fac. Mais là, vraiment, cette année, je me suis dit: «Bon, les écrits ont enfin, c'est quand même possible que ça ait marché» et le fait d'avoir 2 enfants et une vie de famille, je pouvais pas attendre le dernier moment, c'était pas possible, cette période. Après moi, j'ai vraiment fait une pause, hein. Le mois de juin, j'ai pas travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé pour le concours, de toute manière, je travaillais à mon travail, toute la journée et c'est juillet où je me suis dit: «Bon, il faut au moins que tu aies vu toutes les vidéos, des cours. Comme ça, au mois d'août, tu auras plus que les fascicules à lire», et les vidéos, pour moi, c'était un peu plus ludique. Je les regardais le OK. soir. Mmh. C'est pas aussi difficile, je trouve, que voilà, d'ouvrir un fascicule.
de surligner, de reprendre des notes, enfin suivant son organisation de travail. Donc ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que en fait, vous avez, pris en considération que, bah, votre vie de famille, votre vie professionnelle fait que vous pouvez pas vous faire les choses en 2 semaines. Donc vous aviez anticipé ça, quitte à, bah, ce que finalement, bah, vous ayez peut-être pas, vos écrits et que ça soit pour rien. Quoique, je sais pas si c'est pour rien véritablement. Dans tous les cas, on en ressort toujours quelque chose. Mmh. Mais, voilà, vous avez anticipé, en fait, vous êtes projeté en fait. Et puis vous avez laissé donc une place en fait à ce concours dans votre vie personnelle et professionnelle. Ouais. Voilà. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être davantage quelle a été votre organisation personnelle? Parce que vous nous avez parlé de podcast, vous nous avez parlé de fascicules, vous nous avez parlé de vidéos. Est-ce que vous aviez une méthode pour apprendre? Est-ce que d'abord vous regardiez des vidéos, après vous preniez des notes? Enfin, comment ça marchait? Est-ce que vous faisiez des fiches? Quelle a été la méthode pour vous pour que ça marche? Enfin, comment ça rentre en fait l'information pour vous? Comment vous réussissez à la retenir? Alors au début, oui, moi comme je suis enfin pas flemmarde, mais je trouve que la vidéo, c'est une première approche où j'entends, donc je prends des notes en même temps. Et puis ça me permet un peu de me dire: «Ouh là, ça va falloir que je le creuse, ça me parle pas». Pour l'ENM, vraiment avoir un code à côté toujours, même pendant les vidéos, parce que du coup on feuillette, on surligne les arrêts que le prof il nous dit en même temps. Du coup, on gagne du temps, on s'approprie vraiment, enfin surtout pour la méthode par rapport aux cas pratiques. Mmh, Ça marche peut-être un peu moins pour les dissertes, mais pour les cas pratiques, avoir son code à jour le plus tôt possible dans sa préparation. Et donc j'avais cette première phase où j'ai vu effectivement à chaque fois les vidéos. Et après, li dans un deuxième temps plutôt, je lisais les fascicules où d'accord. comme ça me permettait de voir, les grandes notions et cetera. Et après très rapidement des exercices, hein. Et Très vous rapidement, se forcer à rendre des copies en fait, parce que la prépa, ils proposent plein de copies. Ils font 3 concours blancs, mais moi j'essayais de pas faire que les concours blancs, de surtout en fait en droit civil, moi enfin j'avais des grosses lacunes et du coup, je me forçais à rendre, je me disais: «Bon bah là tu as 1 mois, il faut que tu aies pris le temps de faire, 3 heures, un cas pratique et que tu le rendes». Et derrière ça faisait une correction et quand on fait, on intègre beaucoup plus la correction. Et du coup, au cas pratique d'après, quand on a le même type de questions, on se dit: «Ah bah ça, je me souviens très bien, j'avais fait ça, je m'étais plantée ou pas, ou c'est à tel endroit», voilà. D'accord. Du coup, vous aviez découpé votre temps, en fait, de travail. Par exemple, vous nous disiez, vous aviez tous vos vendredis et tous vos vendredis, vous vous disiez: «Bon, bah, voilà, je sais pas moi, sur les 2 premiers mois, en fait, ça va être beaucoup de podcasts» ou c'était que le matin les podcasts et des vidéos et l'après-midi, je faisais plutôt j'allais voir plutôt le fascicule qui correspondait, à la vidéo. Enfin, vous aviez bien rentré, précisé, en fait, découpé en fait vos programmes et vous les aviez intégrés dans votre organisation de travail ou c'était plus lâche que ça? C'était peut-être un peu plus lâche, et les vidéos, j'essayais plus de les regarder le soir. Et en fait, quand j'avais mon vendredi, c'était vraiment plutôt pour, rédiger, et donc revoir des notions et me les approprier et faire des entraînements. Et les podcasts, c'était plus dans les transports, quand j'avais du temps, où c'est pas facile d'écrire, où on n'a pas d'écran devant soi, mais les vidéos, j'essayais vraiment que ce soit plutôt le soir. Et mon vendredi, c'était vraiment essayer de la rédaction, d'intégrer les notions. Mmh. Et après, moi, j'ai pas trop pu le faire, mais j'ai plusieurs copines là, des concours internes ou même externes, qui ont pu travailler en groupe. Et Et oui. c'est vrai que moi, ça correspondait pas parce que j'avais les enfants, j'avais déjà le travail, j'allais pas laisser mon conjoint, avec les enfants, enfin, c'était compliqué. Mais si j'avais pu le faire, enfin, je pense que c'est se créer un petit groupe de 3 4 personnes, se stimuler, que ce soit sur le fond ou la culture générale, je pense que enfin, c'est vraiment super, quoi. On voit les grandes thématiques. Après, chacun fait des recherches, on gagne énormément de temps, je pense. Vraiment, tous mes copains qui ont fait ça là, Ouais. enfin, ils ont eu des classements, brillants et c'était hyper stimulant d'en discuter, en fait. Et moi, je sais que pour mes oraux techniques, donc au mois d'août, où c'était vraiment la course, j'avais quand même 2 3 copines qui étaient dans le même cas que moi et de temps en temps, on s'appelait, où on avait noté toutes les questions par rapport à des cours. Et alors même si on ne trouvait pas forcément la réponse,
enfin, déjà, ça fait du bien de discuter avec un humain Ça. Oui. dans ces périodes-là, qui est dans la même approche que nous, parce que la famille ou quoi, c'est pas pareil. Mmh. Et en plus, on trouve des solutions, en fait. On n'a pas forcément les mêmes, on retient pas les choses de la même manière, on n'a pas compris les choses, donc c'est hyper enrichissant. Enfin, il faut, je pense, avoir un petit réseau, Ouais. autour de soi, ouais. Même si c'est pour parler d'actualité, de dire: «Ah bah, tu as vu tel article du Monde, ah bah, tu as lu tel truc, ça pourrait vraiment tomber», même si on fait des pronostics, Mmh. des fois improbables et qui tomberont jamais, mais enfin, et puis pour l'aspect humain parce que, enfin, c'est vraiment un Peur marathon, hein, d'être donc seule. ouais, de pas être seule, c'est vraiment important, Mmh. d'être entourée, enfin, moi j'ai réussi, vraiment grâce à mon conjoint, enfin voilà, faut se mettre dans un bon, environnement, quoi. Et puis après, se faire des petits sas. Moi, j'ai jamais travaillé, comme une brute 24 heures sur 24 parce que j'en suis pas capable de toute manière. Et puis là, j'ai 35 ans, donc on a quand même pas la même concentration qu'à 25 ou quoi. Et il faut continuer à courir. Enfin, moi, j'ai jamais arrêté le sport, enfin, voilà, faut s'autoriser des sorties, Mmh. Vous dites trouver un jeu. énormément de choses finalement. J'ai l'impression là dans ces derniers échanges, en fait, vous donnez beaucoup de choses, c'est-à-dire déjà maximiser votre temps et Mmh, c'est-à-dire le temps que vous avez en fait, bah, si vous êtes dans les transports, en fait, vous allez maximiser quand même ça, mais vous allez plutôt être dans l'écoute. Si vous mmh, avez un moment où vous êtes, dans un environnement calme et cetera, vous allez plutôt être dans l'écrit, la lecture, l'apprentissage véritablement. Donc ça, c'est un premier point, c'est bah, en fait, découper mon temps, de disponible et de venir l'exploiter au maximum en allant utiliser la ressource qui va m'aider à avancer quand même. Je pense même, je fais le ménage, je mets, mon mmh, podcast avec des oreillettes. Enfin, les choses, elles se font toutes seules. Donc, c'est maximiser tous ces plans de tout ce temps. Vous avez dit un deuxième point, bah, c'est effectivement de pas être seul. Alors, il y a 2 points là-dedans. Il y a le fait, en fait, d'avoir des groupes qui ont la mmh, même perspective que vous, que ce soit hein, là pour le NM, mais que ce soit en tant que greffier, greffier principal, directeur de service de greffe, en fait, avoir un petit groupe, et ça, c'est très utile pour échanger. C'est difficile de le constituer souvent, mais mmh. c'est très aidant. C'est ce qu'on peut retrouver aussi en prépa, quand on est sur des prépas avec des petits groupes. Bah, en fait, voilà, en prépa, en fait, on va vous mettre dans des petits groupes qui vont vous permettre en fait aussi de créer du lien et de vous pousser vers le haut, voire même faire des méthodes pédagogiques un peu différentes. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis le deuxième point de ne pas être seul, c'est-à-dire être bien entouré. C'est-à-dire que ça soit accepté par la famille ou par les personnes avec qui vous travaillez, vous vivez pour le coup. Mmh. Et donc que qu'il soit plutôt aidant, évidemment. Mais bon, ça, Oui, on peut pas toujours l'imposer. Et puis voilà, enfin ça c'est déjà 3 points qui sont super importants que vous mettez en avant. Est-ce que vous auriez des derniers conseils, des dernières clés à proposer pour aider heu, les étudiants ou pour aider plus spécifiquement, parce que nous on parle plutôt d'eux, mais les professionnels qui sont déjà installés et qui souhaitent avancer dans leur évolution professionnelle? bah, moi aussi, enfin, en tant que professionnelle, si ça avait pas marché, tout de suite, après il y a encore d'autres voies, hein. Il y a le concours complémentaire, enfin, en tout cas, là, je parle pour le, et il Oui. y a aussi la voie du 18-1 où on a des recommandations de personnes. Et moi, si j'ai des conseils à donner, déjà, ne pas s'enterrer sur un poste, quoi. Pas 10 ans sur le même poste. Enfin, il faut, je pense que si on veut déjà, le métier derrière, et qu'on est quand même poussé à changer régulièrement, à être mobile, que ce soit au niveau des professions et aussi géographiquement. Donc si c'est ça notre objectif, il faut qu'on se prépare un peu, et puis le jour où on nous demande, et ben, on dit: «Bah, en fait, si, oui, j'ai été à Paris, mais j'ai fait, 3 postes en, 4 ans», ou enfin, je dis n'importe quoi, mais il faut bouger, enfin, voilà, ne pas s'enterrer, et puis même de rencontrer des nouvelles personnes. À chaque fois, de nouveaux professionnels qui travaillent autrement, même s enfin, ouais, je pense qu'il faut Être i curieux aussi de ce ouais, qui être vous entoure. curieux. Ouais, être curieux, ne jamais arrêter, voilà, de lire la presse et cetera, et même quand on choisit un film, des fois, bon, c'est bien de choisir, un film pour se détendre, mais des fois, c'est bien aussi, et pareil pour la lecture, enfin, il y a des livres, là, c'est drôle quand on parle avec les collègues, enfin, ceux qui ont eu l'ENM aussi. Bon, on lit tous un peu le même type de choses, Ouais.
Mais du coup, ça veut dire aussi que peut-être qu'il y a quand même, entre guillemets, un espèce de moule à peut-être, en fait, aussi en changement de poste régulièrement, on rencontre des nouvelles personnes qui vont, elles, nous donner leurs conseils, et cetera. Et puis au fur et à mesure, on va aussi mieux comprendre les attentes du jury aussi, enfin, parce que il y a quand même un certain, il y a une base qu'ils attendent, il y a quelque chose et Et du tout coup, part de ouais. là d'ailleurs. Oui, Tout oui, part oui. de là, en fait, hein. On Mmh. prépare un concours en sachant qu'est-ce qu'on attend de nous. On Ouais. prépare pas la fleur au fusil comme ça, donc Non. et souvent cette étape-là, elle est souvent, négligée par, les candidats et donc bah, ils savent pas véritablement ce qui est attendu d'eux, en fait. Ils se présentent, mais ils savent pas ce qui est attendu d'eux. D'abord, on travaille sur qu'est-ce qu'on attend de moi et ensuite on Oui. va travailler les matières par rapport à ce qu'on attend de moi. Ouais, 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 bien sûr. Ah bah, surtout pour les grands taux, hein, que ce soit directeur, et puis moi, je me souviens, directeur, on m'avait pas spécialement pas enfin, greffier, ils avaient vite vu qu'il y avait pas trop de sujets. Du coup, ils étaient vraiment venus sur ma vie perso. «Ah mais est-ce que vous avez déjà managé? Est-ce que vous avez déjà eu une équipe?» Et donc là, par l'associatif, j'avais pu, faire des liens et cetera. Mais oui, il faut, en fait, il faut se mettre à la place du jury et se dire quelles questions ils peuvent me poser par rapport à mon profil. Et moi, c'est vrai que demain, je suis jury et j'ai un profil d'un greffier qui, voilà, ce que je disais tout à l'heure, est resté 10 ans au même service, n'a pas bougé, surtout, par exemple, dans une juridiction telle que Paris, où il y a quand même plein d'opportunités en interne. Bah, je me dis: «Bah, pourquoi là, tout d'un coup, il veut bouger? Enfin, c'est bizarre, alors pourquoi il l'a pas fait avant?» Ou alors il y a une explication concrète à ça, hein. Oui, Il peut oui. y avoir une Mais il explication y a pas de mauvaise réponse, et hein, c'est juste voilà, faut avoir préparé la réponse, en c'est fait, ça. je me dis. Mmh. Avoir préparé la réponse. Ah oui, moi j'ai des copines, elles, ça a été ça et parce qu'en fait, je sais pas, les magistrats avaient changé, il y a eu une réorganisation, elles sont devenues un peu, équipe, en tant que greffière, enfin greffière référente. Ah non, il y a aucun problème à ne pas bouger, mais c'est vrai que ça interroge et du coup, Et c'est des oui. questions faciles pour le jury et c'est facile de vite en fait, vite, ils vont nous classer quand même parce que le grand oral, c'est court, hein, que ce soit, ENM ou directeur. Donc en très peu de temps, faut marquer des points et C'est intéressant ce que vous dites parce que ça, pour le coup, bah, je peux le préparer à l'avance. Enfin, mmh, ces questions-là, je peux enfin, ces oui. réponses-là, je peux les préparer. Il est possible qu'on me la pose. Après, c'est pas certain, mais il est possible et je peux préparer la réponse en amont. Oui, Mmh. oui, oui. Ah bah, sur son parcours, faut être impeccable. Moi, je sais que là, pour mon grand taux de l'ENM, ils ont vu que j'avais fait un M2 en droit des mineurs en 2013. Bah, j'avais préparé le CJPM parce que c'était sûr, même si c'était déjà et ils m'ont posé des questions et j'ai pas su tout répondre à tout parce qu'il y a quand même plein de choses à réviser, donc on se note des choses, mais on Ça voit a pas tellement forcément tout. évolué. Voilà. Mais voilà, il y a des choses, c'est facile. Quelqu'un qui a fait un M1 ou un M2, alors même si on se dit: «Bah, c'était il y a 10 ans», mais en fait non, c'est des on va se dire: «Bah, Eh, là, oui, vous avez fait» enfin, c'est on facile de cherche. poser des questions, quoi. C'est ça, parce que là, le jury, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à voir si, en fait, vous avez été curieux Mmh. sur une matière que vous connaissiez et est-ce que vous êtes mis à jour assez naturellement par rapport à ces matières-là? Le but, c'est pas d'apprendre un point et puis l'oublier et non, c'est de faire un cumul de tout ce que vous avez appris Ouais. et de rester à jour sur tous ces éléments-là et donc ils veulent voir si, oui, vous avez eu, Mmh. cette présence d'esprit d'aller regarder un petit peu ce qui se passait maintenant sur un sujet qui a été quand même l'objet de votre master 2. Ouais, ouais, tout à fait et puis il faut nous départager donc ils cherchent à nous coincer un peu, quoi, À un hein, moment donné, il va falloir vous coincer. ouais. Mmh. Oui. OK, Mmh. très bien. Angéline, est-ce que vous avez un dernier point, quelque chose que, vous aimeriez, heu, dire, pour clôturer, cette petite interview? Je pense vraiment que si c'est votre souhait, faut pas lâcher et quel que soit le temps qu'on met, ça vaut le coup, je pense. Ouais, tout à fait. Bon, merci beaucoup Angéline. De rien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à parler de l'excellent autour de vous.